Député, la parole est à Monsieur Joachim Son-Forget pour La République En Marche pour une durée de 10 minutes. Très bien. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La représentation nationale est aujourd'hui invitée à se prononcer sur un accord fiscal binational unique en son genre, car, comme l'a rappelé Monsieur le rapporteur, le cas de l'aéroport de Bâle-Mulhouse est sans équivalent, tant du point de vue historique qu'en termes de coopération internationale. Cette spécificité, je dirais, qui est quelque part ontologique au contexte de sa création, il y a plus de 70 ans, quant à sa localisation sur le territoire français, ainsi qu'à sa localisation sur le territoire français, et ce, malgré son statut franco-suisse, a naturellement été propice à certaines distorsions du droit, en l'occurrence fiscales, qui ont nourri une incertitude juridique préjudiciable aux États concernés et aux acteurs impliqués, que cet accord lève avec efficacité. Fruit d'une négociation dans le temps long entre les autorités françaises et helvétiques, dont les approches restent parfois divergentes en termes de fiscalité, l'accord sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse fait figure de compromis innovant, alors qu'il est fait, je crois, de solutions de consensus au sein des deux administrations, je dirais même des trois administrations, si on prend en compte le niveau cantonal suisse, qui est très important. Inéluctablement, comme tout compromis, il est partiellement insatisfaisant pour chaque partie contractante, soit, mais je souhaite ici mettre plutôt en valeur ce qui nous rapproche et ce qui l'emporte bien largement sur ce qui divise. Situé à la croisée des frontières françaises, suisses et allemandes, l'aéroport de Bâle-Mulhouse-Freiburg est au cœur d'un des plus importants bassins économiques transfrontaliers européens. L'Alsace, le nord-ouest de la Suisse et Baden-Württemberg sont trois régions fortes dont le dynamisme se reflète dans la réussite économique des infrastructures. En 2016, je ne vais pas faire le rappel de tout ce que mes collègues ont dit d'abord, mais évidemment, on a accueilli encore plus de passagers, plus de 7,3 millions de passagers, et donc c'est bien vers la fidélisation et non vers l'attrition que nous mène l'aéroport Bâle-Mulhouse, le bien nommé Euro-Airport. Pour les 10 prochaines années à venir, les prévisions tendent vers un maintien d'une progression annuelle de 4% du trafic passager et une augmentation moyenne de 2,4% annuelle de l'activité de fret, essentiellement tirée par l'expansion de l'e-commerce. Par ailleurs, le projet de raccordement de l'aéroport au réseau ferroviaire trinational participera à la croissance de son activité et à l'activité de l'ensemble de la région. En matière d'emploi, en 2016, environ 6 400 personnes étaient employées par l'aéroport ou l'une des 115 entreprises établies sur son site, soit une augmentation annuelle de 3%. 75% d'entre elles résident en France et participent activement aux activités économiques et aux ressources fiscales locales. De plus, l'aéroport forme un centre de compétences industrielles spécialisé dans les domaines de l'aménagement et de l'entretien des avions privés, un secteur majeur, employant dans ce seul domaine plus de 2000 collaborateurs. Enfin, l'aéroport constitue une opportunité majeure de promotion du tourisme régional, notamment auprès des voyageurs extra-européens, y compris venus des États-Unis. En 2016, le nombre de touristes dans la région s'élevait à près d'1 million et était en hausse de 60 000 par rapport à l'an dernier. Les touristes constituent environ 30% des passagers à l'arrivée à Bâle-Mulhouse. Les retombées économiques sont essentielles. L'impact estimé du tourisme sur le chiffre d'affaires des entreprises de la région trinationale s'estime à hauteur de 230 millions d'euros et ce ne sera pas mon collègue le député Reitzer qui me contredira. L'apport de l'Euro-Airport au dynamisme économique local est indéniable. Pour autant, depuis la signature de la Convention constitutive de 1949, et en dépit des dispositions figurant à l'annexe 2 de celle-ci, comme le soulignait Madame la Présidente de Sarnez, aucun accord bilatéral n'a été contracté en matière de fiscalité. Il est dès lors de la responsabilité des États français et suisses d'enfin doter ces structures et les entreprises qui y exercent de règles fiscales claires, à même de garantir la sécurité juridique des acteurs, condition nécessaire au développement d'une activité prospère. Celle-ci s'organise autour de 3 axes. Tout d'abord, l'accord apporte une clarification bienvenue du statut fiscal du site aéroportuaire et de l'établissement public qui le régit, désormais formellement soumis à l'impôt sur les sociétés, l'impôt français sur les sociétés auquel il échappait jusqu'en 2015. Au regard de ses performances économiques, cet écueil représentait un manque à gagner fiscal tout à fait considérable.
En 2016, l'Euro-Airport déclarait un résultat de 24,8 millions d'euros, après s'être acquitté de 6,9 millions d'euros au titre de cette imposition. Deuxième axe, c'est que l'accord contient une rationalisation de la fiscalité aéronautique qui reste avantageuse pour les compagnies aériennes, les soumettant à une contribution spécifique d'1,73 € par passager, bien moindre que la taxe de l'aviation civile de droit commun. Cette contribution régularise toutefois une situation illégitime. 90% des vols relevant des droits de trafic suisses, la grande majorité n'étaient pas soumis à la taxation française, alors que la gestion de la direction et du contrôle de la navigation aérienne incombe à l'aviation civile française, conformément à l'article 4 de la Convention de 1949. Enfin, troisième axe, l'accord encadre la fiscalité des 61 entreprises suisses situées sur le secteur douanier suisse de l'aéroport, qui emploient à elles seules 4 900 personnes, soit plus des 3/4 des emplois effectifs. Jusqu'alors, la plupart se soustrayaient à l'imposition française en profitant de la réglementation lacunaire et de leur établissement dans ce secteur douanier, sans pour autant être assujettis à une imposition équivalente par les administrations suisses du fait de leur localisation sur sol étranger. Elles sont désormais imposées équitablement entre les administrations nationales et cantonales en étant soumises à l'impôt français sur les sociétés, à la TVA suisse et à l'impôt du canton de Bâle-Ville sur le capital. À ce titre, elles sont exonérées des taxes locales françaises et principalement de la contribution économique territoriale. Le manque à gagner pour les collectivités étant compensé par le mécanisme dont on a parlé, décrit à l'article 1er, le prélèvement de 3,2 millions d'euros annuels sur l'imposition de l'établissement gestionnaire. L'accord bilatéral sur lequel nous nous exprimons est, j'en suis convaincu, le compromis le plus efficace atteignable à ce jour. Il lève les incertitudes qui perduraient depuis trop longtemps, apporte une clarté indispensable à un encadrement fiscal juste des acteurs économiques, tout en préservant le dynamisme de leurs activités. Plus largement, l'accord constitue une nouvelle étape dans le renouvellement des relations franco-suisses, désormais placées sous le signe de la coopération, et qui tourne la page, je dirais, d'une certaine méfiance ou incompréhension qui avait pu s'installer ces dernières années. Il y va de l'intérêt de nos concitoyens, de nos entreprises, d'entretenir cette dynamique positive et de promouvoir cette approche de coopération sur les dossiers qui nous impliquent aux côtés de tous nos voisins. Cette philosophie, elle porte indéniablement ses fruits, et ce, au-delà du dossier spécifique de la fiscalité de Bâle-Mulhouse et des entreprises qui l'abritent. L'ensemble des domaines de coopération entre nos deux pays doit désormais bénéficier d'une telle approche et peut ainsi être à même de concourir efficacement à la prospérité commune. Parmi ceux-ci, la coopération scientifique mérite d'être soulignée, notamment via le Centre européen pour la recherche nucléaire, de nombreux échanges d'étudiants et de doubles diplômes entre nos universités. En matière fiscale également, nos deux administrations bénéficient de la reprise du travail conjoint le 12 juillet dernier sur l'échange de renseignements fiscaux. On a pu avoir la chance d'avoir également une annonce que les conditions de cet accord, basées notamment sur le respect du principe de spécialité, ça s'est fait quelques jours avant la visite de la présidente de la Confédération, Madame Letarte, lors de son premier passage à Paris. La coopération économique est tout autant primordiale. La France est le troisième partenaire économique de la Suisse et a réalisé un excédent commercial de 1,3 milliard d'euros en 2016. En matière de lutte contre le terrorisme et son financement, nos services profitent également de méthodes et de données convergentes. En termes de gestion des flux migratoires, il est à noter que la Suisse a été passablement active dans le dispositif de relocalisation des réfugiés. Enfin, cette coopération bilatérale et multilatérale est cruciale en matière de lutte contre le réchauffement climatique, notamment à travers le rôle de la Suisse dans la mise en place du Fonds vert pour le climat. Plus concrètement, la France et la Suisse mènent ensemble des projets qui donnent corps à nos volontés d'action communes. Les projets d'infrastructure de transport transfrontalier en sont un bel exemple. Ainsi, la ligne ferroviaire Belfort-Del, en fait, qui va jusqu'à Bienne, effectivement, devrait ouvrir de nouveaux flux de voyageurs l'année prochaine. Le projet de liaison des réseaux ferroviaires du canton de Genève et de la Haute-Savoie, mes collègues Marion Laine et Olga Givernet ont mis l'accent également sur ces aspects. C'est notamment le tronçon Cornavin-Ovie-Vannes, le CEVA, qui permet la connexion des réseaux ferroviaires français et suisses. Et ainsi, on a pu assister le 8 décembre dernier à l'inauguration de la gare de Lancy-Pont-Rouge. Nous nous réjouissons de l'avancée de ces projets qui permettent une alternative efficace et écologique en matière de transport public. Par ailleurs, l'accord sur Bâle-Mulhouse dépasse la relation franco-helvétique stricto sensu. L'Allemagne bénéficie de cette infrastructure et de la porte que cela ouvre sur le monde. Avec la présence de la Suisse dans l'espace Schengen, on peut qualifier cet accord de réussite de la coopération européenne. Le chemin parcouru qui a abouti à la conclusion de cet accord est un exemple pour l'ensemble des projets de coopération transfrontalière que la France souhaite mettre en place avec ses voisins.
Je tiens à remercier nos partenaires suisses pour leur aptitude au consensus tout au long de ces négociations. J'espère que notre coopération ne fera que se renforcer à l'avenir. Je pense notamment à la source d'inspiration qu'elle constitue pour son modèle de formation duale via des filières d'apprentissage avec une grande valeur ajoutée en termes d'employabilité et qui concourt à son statut de grand pays industriel, plus de 20% du PIB. Et fait intéressant, elle développe notamment son industrie dans ces régions les plus rurales. Je me réjouis donc de cette avancée qui annonce de nouvelles possibilités de développement de relations bilatérales au bénéfice tant de nos concitoyens et de nos entreprises que de leurs homologues helvétiques dans tous les domaines, si tant est que la velléité s'exprime également via le cadre des institutions européennes et pas seulement via le cadre des accords bilatéraux qu'on peut dépasser via un accord institutionnel. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.